شكرا للأستاذ عبد الله سعف. كما عودتنا دائما مداخلة جمعت بين تحليل مفاهيم وأيضا إسقاطاتها على الواقع الوطني والجهوي والدولي. تحدث عن 4 مداخل لربط هذه العلاقة بين العلوم الاجتماعية والتحولات البيئية والمناخية، وكان في ختم مداخلته كان متفائلا بحيث يعتقد أن المستقبل سيعطي لهذا البعد الاجتماعي في عملية التنمية والبيئة، علاقة التنمية والبيئة، الشيء الكثير. Nous passons à la deuxième conférence qui sera consacrée, intitulée pour une sociologie de la criminalité environnementale, qui sera donnée par le professeur Laurent Michele, France, stade et professeur à l'université Aix-en-Provence. C'est à vous la parole. Salam alaikum. De toute ma carrière professionnelle, les plus beaux accueils que j'ai reçus, c'est au Maroc. C'est la vérité. Merci à vous. Merci à vous. C'est la 3e fois que je suis invité à un colloque au Maroc. La première fois, c'était le professeur Rachid Ringa qui m'a invité. Il est décédé cette année. Je voulais saluer sa mémoire. La 2e fois, c'était le professeur Abdelatif Kidaï qui vient d'arriver, de la faculté des sciences de l'éducation de votre université. Et la 3e fois, c'est le professeur Jamal Feza. Shukran barakallahu fik. Et comme ça, j'ai placé tous les mots d'arabe que je connais. Je m'excuse de ne pas pouvoir en dire d'autres. Alors je suis spécialiste des questions de délinquance, police, justice, questions d'inégalité sociale aussi. Donc vous pourriez vous demander, qu'est-ce que je fais là? Alors, le sujet dont je vais vous parler peut-être constitue un nouveau défi, une perspective prometteuse pour les sciences sociales, c'est d'articuler en effet le domaine de recherche d'où je viens avec celui de plus général de la sociologie de l'environnement à travers l'étude de la criminalité environnementale. On verra tout à l'heure si je vous ai convaincu que c'était un nouveau défi et une perspective prometteuse. Alors la question des désastres sanitaires provoqués par les activités économiques connaît une publicisation croissante depuis les années 1970 en liaison avec le surgissement de l'écologie comme nouveau courant philosophique et politique dans la plupart des pays du monde. Des accidents majeurs et autres catastrophes qui surviennent régulièrement, de Santa Barbara en 1969 à Fukushima en 2011, en passant par Bhopal en 1984, pour donner seulement 3 exemples parmi les plus connus, mais il y en a tellement. Ces catastrophes ont amené les États ainsi que les organismes supra-internationaux, comme l'Union européenne pour moi, à multiplier les législations, les organismes de contrôle et les outils de mesure. Cet ensemble de préoccupations intellectuelles et de mobilisation institutionnelle a rapidement dynamisé la recherche scientifique, en particulier en biologie, en climatologie. De leur côté, les juristes n'ont pas tardé à se saisir également d'un nouvel univers de normes nationales et internationales en constante évolution. En France, un droit de l'environnement s'est constitué au milieu des années 70. L'arrivée des sciences sociales est plus tardive dans ce champ, en tout cas en Europe, parce que, vous le savez, aux États-Unis, une sociologie de l'environnement s'est constituée comme sous-domaine de la sociologie dès la fin des années 1970, le milieu même des années 70. Je pense en particulier aux travaux de Frédéric Buttel, de William Catton et de Riley Dunlap. Une sociologie du risque
s'est ainsi développée au point même de devenir aux États-Unis, on pourrait dire presque une industrie, reprise et suscitée d'ailleurs dans la sphère économique, la sphère marchande, le monde des assurances et le management notamment. À tel point que des ouvrages critiques bien connus, tels que la Risikogesellschaft de Ulrich Beck, Sociologie du risque, traduit ainsi en français en 2001, ou encore même les travaux de Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity en 1991, sont presque plus des points d'arrivée que des points de départ aux États-Unis, dans cette tradition critique de la société capitaliste productive. En France, c'est en 1979 que le géographe et politiste Patrick Lagadec propose de tirer les conséquences de ces catastrophes industrielles, survenues donc dans la deuxième moitié des années 70, en prenant plusieurs exemples, tels que le nuage de cyclohexane à Flixborough, en Angleterre, en juin 1974, 28 morts, une centaine de blessés, 90% des habitations endommagées dans un rayon de 4 km. Ou encore le nuage de soude caustique et de dioxyde de Seveso, bien connu en Italie, en juillet 1976, 200 blessés, des milliers d'animaux domestiques morts et des dizaines de milliers d'autres abattus par précaution, les habitations et les terres agricoles contaminées et interdites dans 7 communes autour de l'usine. Ou encore, pour prendre un exemple français, la marée noire provoquée par l'échouage du pétrolier Lamoco Cadiz le 16 mars 1978. Patrick Lagadec donc parle de risque industriel majeur, c'est lui qui introduit cette notion, et dans cet article de 1979, il dénonce, je cite, l'extrême timidité des gouvernements européens, et notamment du gouvernement français, timidité à tirer les leçons de ces catastrophes pour non seulement transformer leur conception et leur prévention des risques, mais aussi, je cite, pour corriger les erreurs profondes des politiques de développement. Dans les années 80, en France, un réseau de recherche s'est mis en place autour d'une mission de prospective qui était encouragée à l'époque par les ministères de l'Environnement et de l'Équipement, plusieurs groupes de recherche, je passe sur les détails. Ces travaux continuent aujourd'hui à se déployer, avec en particulier l'étude de nouvelles politiques publiques, de nouvelles formes de militantisme, ou encore l'analyse de la mise en agenda des nouveaux problèmes publics, pour emprunter ici le langage de la sociologie politique. On constate également que depuis les travaux pionniers de Denis Duclos, la sociologie de la santé, puis la sociologie du travail, ont également intégré ces nouvelles questions sanitaires et environnementales dans leur perspective générale de recherche. Enfin, pour citer une autre discipline des sciences sociales, l'histoire, et donc l'historiographie, les risques industriels, s'est également considérablement développé ces 15 dernières années en France. Alors la sociologie de la déviance, ou ce qu'on appelle parfois au Canada par exemple la sociocriminologie, sont arrivées enfin, mais donc très tardivement dans ce champ. Alors elles arrivent dans la lignée des recherches sur le white collar crime, la criminalité en col blanc, initiée par Edwin Sutherland dès les années 1930 aux États-Unis, dans la mouvance de l'école de Chicago. Plus précisément encore, les recherches sur le corporate crime, la criminalité d'affaires ou la criminalité d'entreprise, développée toujours sur le continent nord-américain à partir des années 1980. Dans le contexte de l'émergence du mot d'ordre de la justice environnementale, l'une de ces branches n'a pas tardé à faire le lien avec les nouvelles problématiques environnementales et sanitaires, donnant naissance à un nouveau courant qui s'est baptisé la Green Criminology. Je me réfère en particulier à un article très connu de Michael Lynch en 1990 qui introduit vraiment cette notion. Et cette Green Criminology s'est donc développée à partir de là, surtout au Royaume-Uni, aux États-Unis ou encore en Australie. En France, je l'évoquais tout à l'heure, ce sont surtout des juristes qui ont longtemps animé le débat autour donc, du droit pénal de l'environnement, autour de la question de la notion d'écocide, plus précisément, conçue comme un crime international. Mais en dépit des premières tentatives autour de ces notions, autour de la notion de crime climatique qui existait aussi à un moment donné, l'enjeu crucial de la qualification
de certaines de ces actes ou de ces pratiques comme criminelles ou délinquantes, et pas simplement comme des atteintes, des dommages, des catastrophes, demeure une question centrale et problématique aujourd'hui. Certaines recherches nourrissent clairement ces questionnements, par exemple en termes de pathologie environnementale, mais sans toutefois relier, encore une fois, et inscrire tout ceci dans le champ de la sociologie de la délinquance. Il faut donc assumer, en tout cas dans le cas français, assumer d'avoir au fond une vingtaine d'années de retard par rapport à nos homologues anglophones. Et je propose de combler le plus vite possible, d'essayer de combler le plus vite possible ce retard, en reprenant à notre compte la déclaration d'intention d'un autre collègue anglais, Nigel Souff, qui écrivait en 1988, donc 30 ans même de retard. Je cite, ce chapitre, c'est le début d'un chapitre de livre qui constitue également un texte marquant, fondateur dans ce petit domaine. Il écrit, je cite, ce chapitre soutient que la négligence, les violations et les crimes dont les entreprises et les États sont responsables ont entraîné une forte augmentation des méfaits pour la santé liés à la population, ainsi que des menaces pour la pérennité même de la planète. Et je soutiens donc, c'est Nigel Souff qui parle, que la criminologie devrait prendre ces questions davantage au sérieux. J'ai envie de dire exactement la même chose aujourd'hui, en tout cas dans le cas de la France. Alors j'ai hésité sur la suite à donner à mon intervention après l'invitation de Jamal. Et en gros, j'avais le choix entre deux choses, soit parler de mes propres petites recherches récentes sur la question, et j'ai préféré une autre solution, qui est de venir vous parler sur ce thème du dernier numéro d'une revue dont je fais partie, qui s'appelle la revue Déviance et Société, qui est, je pense, la principale revue francophone internationale dans le domaine de la sociologie de la déviance, dont le dernier numéro est paru là, en décembre 2019. Je l'ai coordonné avec un collègue de l'Université de Lille, Grégory Salle, et il s'intitule « La criminologie environnementale, nouveaux défis » ou quelque chose de bateau dans ce genre-là. État des lieux et perspectives. Classique. Je vais donc vous présenter quelques éléments de ce numéro et finir sur deux problématiques qui me paraissent tout à fait cruciales et qui traversent l'ensemble de ces questions. Alors dans ce numéro, chacun à leur manière, plusieurs contributions nourrissent cette question. Par exemple, les contributions de Sylvain Baronne ou de Pascal Marie-Chalard, qui sont deux chercheurs français, traitent des obstacles, aussi bien juridiques, mais également bureaucratiques ou professionnels, à la reconnaissance de certaines actions comme des crimes au sens sociologique du terme, à la fois dans un exemple français et dans un exemple italien. Un collègue italien, précisément, Lorenzo Natali, aborde quant à lui le problème de la victimation en matière environnementale et des méthodes les plus pertinentes pour l'approcher, en prenant un cas d'étude espagnol, paradoxalement. Ensuite, nous avons un tandem constitué par deux collègues féminines, Inès Arroyo-Quiroz et Tania Wyatt, qui livrent pour leur part une étude qui porte sur le commerce légal et le trafic illégal d'espèces sauvages entre le Mexique et la France. Encore un autre exemple tout à fait intéressant. Donc il ne s'agit pas du tout évidemment ici de prétendre faire le tour, mais bien d'illustrer l'ensemble de ces questions et le problème central de la qualification des atteintes à l'environnement comme des crimes, encore une fois, au sens juridique et sociologique. Les problèmes soulevés dans ce numéro font ainsi écho au débat qui occupe la sociologie du crime et la criminologie critique, anglophone et désormais un petit peu francophone depuis donc une trentaine d'années. La question en fait fondamentale, en tout cas pour la France, est de la difficulté que nous avons à sortir au fond d'une phase du développement intellectuel où pour l'instant ce qu'on pourrait appeler les scandales politico-médiatiques tendent au fond à polariser dans le débat public deux attitudes opposées, soit l'euphémisation des problèmes, soit leur dramatisation morale, qui sont deux façons d'empêcher l'investigation scientifique. Les problèmes environnementaux et sanitaires dont il est question dans tous ces textes et dans toutes nos recherches sont pourtant anciens,
et leurs origines sont connues, de sorte que c'est plutôt leur persistance qui doit nous étonner, ou encore leur résistance, hein. Et ce malgré l'ampleur croissante des mobilisations et des réglementations juridiques visant à les combattre. Alors, au niveau international, ça a été évoqué précédemment, on comprend aisément que les égoïsmes nationaux menacent à tout moment de ruiner les efforts des savants, en particulier. L'histoire est classique. On l'a encore vu ces dernières années, après l'espoir suscité par les engagements politiques collectifs pris lors de la COP 21 en décembre 2015 à Paris. On a évidemment vite basculé dans la désillusion, après notamment l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, et nous venons juste d'assister à l'échec piteux de la COP 25 à Madrid. Sur le plan national, cette fois français, les thèmes de la protection de l'environnement et de la santé publique suscitent évidemment un large consensus politique apparent, et donc on aurait pu, à partir de là, s'attendre à des transformations. Or, ça n'est pas le cas, et je voudrais citer certains parlementaires français qui ont l'honnêteté eux-mêmes de reconnaître ce problème. Je citerai par exemple une enquête du Sénat en France qui date de 2015, une enquête relative à la pollution de l'air, dans lequel le rapporteur, un sénateur donc, écrit ceci. Pourquoi un tel retard entre le niveau de connaissance scientifique et la prise de décision politique en matière de pollution de l'air? C'est toujours lui qui parle. Votre commission d'enquête ne peut que constater l'échec des mesures prises depuis 20 ans. Plus grave, c'est toujours le sénateur qui parle, plus grave, votre commission d'enquête constate que ce sont les mêmes mesures qui sont incessamment proposées, étudiées, non appliquées, oubliées, puis proposées à nouveau la fois d'après. Ces constats sont en réalité une invitation à l'enquête pour les sciences sociales, qui semble de surcroît souvent à la traîne par rapport à, je dirais, un certain nombre d'investigations journalistiques qui sont parfois très bien documentées. De fait, les recherches, notamment en sciences politiques, soulignent à mon sens les contradictions et les résistances qui entourent la mise en œuvre des politiques publiques. Comme l'écrit par exemple mon collègue le sociologue Pierre Lascoum, la gestion de beaucoup de dossiers, tels que ceux du gaz de schiste ou des pesticides, montre le gouffre qui sépare les principes d'ouverture et beaucoup de pratiques administratives et politiques qui demeurent au contraire totalement discrétionnaires. Il reste ainsi beaucoup à faire pour étudier le rôle des agents administratifs et des organes de contrôle dans la gestion des alertes sanitaires. Nous l'avons vu encore récemment en France avec l'incendie d'une usine chimique près de Rouen en septembre 2019. Il reste beaucoup à faire plus généralement pour clarifier les enjeux et les conflits autour de la production de l'expertise dans le domaine sanitaire et environnemental. La recherche est également balbutiante quant au rôle des élus locaux qui peuvent soit perturber les pollueurs en s'alliant avec les agents de contrôle de l'État, ou bien dans d'autres cas, au contraire, entrer dans des logiques de gouvernance partagée et de régulation des territoires avec les industriels. Par ailleurs, se pose la question du rôle des syndicats traditionnels, en particulier des syndicats ouvriers et agricoles, qui sont en France pour le moment très peu mobilisés sur les enjeux environnementaux. Se pose aussi la question des lanceurs d'alerte et de leur protection juridique, qui est également peu étudiée pour le moment. Quant aux mobilisations citoyennes, sans le concours de l'État et des élus locaux, les premières recherches montrent qu'elles sont, on s'en doutait, fatalement impuissantes et qu'elles demeurent ainsi éparses et éphémères. Du côté de la sociologie de la délinquance, il reste à investiguer de très nombreux terrains. Du côté des pratiques industrielles, il faudrait pouvoir analyser ce que mon collègue Alexis Spire appelle les stratégies de sécurisation des pratiques délinquantes chez les industriels, ainsi d'ailleurs que les stratégies de résistance aux pressions exercées par les États, par les médias ou par les mobilisations citoyennes locales. Du côté des administrations, se posent notamment les questions de la nature, de l'effectivité et de l'efficacité des contrôles et des sanctions opérés par l'État et par ses institutions répressives dans tous les domaines concernés, donc les polices, la justice,
les inspections du travail, les agents du fisc, les organes de contrôle du respect des normes sanitaires, des normes environnementales, etc. Il a fallu par exemple attendre novembre 2017, c'est très récent, pour que parmi des centaines de publications statistiques, l'Observatoire national de la délinquance en France publie une première publication de 4 pages qui s'intéresse aux questions d'environnement et de santé publique et aux infractions dans ces domaines. Et puis au-delà de cette mise en évidence des faiblesses cachées de la mise en œuvre des politiques publiques, comme de celle du traitement des alertes sanitaires, je conclurai sur ces points, je ferai l'hypothèse pour ma part qu'au moins 2 autres phénomènes macro-sociologiques jouent un rôle décisif pour comprendre cette permanence des problèmes dont nous avons établi le diagnostic. Le premier de ces phénomènes, c'est celui de la concentration progressive des entreprises que l'on constate depuis les années 70 dans la plupart des secteurs économiques, en lien avec la financiarisation et la mondialisation des marchés. Cette concentration conduit à la constitution de multinationales dont le chiffre d'affaires est supérieur à celui de beaucoup d'États. Je pense à des industries pétrochimiques, comme BASF par exemple, à des industries sidérurgiques, comme ArcelorMittal par exemple, à des industries agrochimiques, comme Bayer, qui a racheté le bien connu, tristement connu Monsanto en 2016. Je pense à des industries agroalimentaires, comme Nestlé, Pepsi-Cola. Je pense à des industries automobiles, comme Volkswagen ou Renault, impliqués dans le célèbre scandale du Dieselgate. Face à ces géants économiques qui pèsent de plus en plus lourd à tout point de vue et qui peuvent exercer plus que jamais sur les États diverses formes de chantage à l'emploi et de chantage à l'investissement, on comprend que les pouvoirs publics éprouvent d'importantes difficultés dans les négociations que suppose l'adoption de nouvelles normes de production davantage contraignantes pour ces industriels. Or, l'essentiel de la gestion des risques majeurs se joue encore et toujours dans ce rapport de force entre les services de l'État et les industriels. Et on comprend bien sûr qu'il est beaucoup plus facile pour les États, en retour, de culpabiliser, je dirais, et taxer les simples citoyens que nous sommes. Deuxième phénomène, c'est de cette concentration économique dont je viens de parler, découle pour ces énormes groupes économiques une puissance décuplée en matière de lobbying, de corruption et donc de délinquance. Ces pratiques anciennes n'ont en réalité jamais disparu. Elles se rencontrent de façon quasi systématique lorsqu'on étudie les désastres sanitaires et environnementaux, tels qu'on a pu le faire en France ces dernières années, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Pensons au récent scandale du Mediator, ou encore dans l'industrie agroalimentaire. Il y aurait ici trop d'exemples pour que j'en fasse la liste. En France, on peut même se demander si elles ne sont pas, ces pratiques, si elles ne sont pas particulièrement fortes du fait du niveau élevé de collusion existant entre le monde des dirigeants politiques, issus des grandes écoles, ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait la noblesse d'État, et par ailleurs le monde des dirigeants économiques. Une collusion qui se traduit notamment dans des pratiques de ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire le fait pour un haut fonctionnaire d'aller travailler durant un moment, pendant une partie de sa carrière dans une entreprise privée, et généralement dans une entreprise qui est dans le même domaine que celui dont il s'occupait lorsqu'il était fonctionnaire. Donc cette collusion se traduit notamment par ces pratiques de pantouflage et dans des problèmes récurrents de conflit d'intérêts, voire tout simplement de corruption. En France, le cas du ministère de la Santé et de ses liens avec l'industrie pharmaceutique est désormais bien établi. Mais il est loin d'être le seul. Et je pense même pour ma part que, loin de se réduire, ce brouillage entre la défense de l'intérêt général
et celle des intérêts privés est en réalité croissant actuellement. Et je pense qu'il y a fort à parier que cela, évidemment, ne fait qu'entretenir l'impunité relative dont bénéficient de fait certains groupes industriels qui dégradent quotidiennement l'environnement et l'état de santé des populations. Merci de votre attention. Shukran, merci beaucoup, professeur Laurent Michele, France. Si j'ose traduire un petit peu votre intervention en arabe. الأستاذ تحدث عن قانون البيئة وبعض طروحات فقهاء القانون، كذلك تحدث عن الجذر التاريخي لتطور علاقة البيئة والجرائم البيئية والاجتهادات على مستوى الفقه القانوني لمواجهة هذه الجرائم. كذلك تحدث انتقل إلى شيء آخر حول التأطير العلمي وبروز ما يسمى بالسوسيولوجيا المرتبطة المخصصة للجرائم البيئية. تحدث كذلك عن دور الشركات الكبرى كنوع من الحروب حول المصالح للشركات الكبرى التي قال بأن ميزانيتها تتجاوز ميزانيات بعض الدول وبخصوص في بعض القارات كالقارة الأفريقية وحتى بالنسبة لبعض الدول الآسيوية. ثم تحدث عن قوى اللوبينج جماعات الضغط التي تفرض وأعطانا نماذج من خلال الصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية. وقال في نهاية المطاف أن هناك تعارض بين المصالح العامة، مصالح المجتمع، مصالح الدولة ومصالح هذه الشركات. أعتقد استطعت أن ألخص مداخلة الأستاذ ميكيل فرانس. سأعطي بعض الوقت للتفاعل بين المحاضرتين والمحاضرين، والقاعة أطلب منكم طرح استفسارات أو ملاحظات، وسأطلب من المحاضرين أن يجيبا في جواب تركيبي une réponse de synthèse على هذه المداخلات. تفضل نبداو تفضل. نعم يوسفي اسمحوا لي ما عنديش ورقه، ما عطانيش سيدي ورق. يوسفي شوف جهة اليمين. الكلمة Merci beaucoup. Je tiens à remercier d'abord mes professeurs ici présents, ils sont nombreux. C'est grâce à eux que je suis ici. Primo. Secondo, je tiens à préciser, monsieur le professeur Laurent Michele, comme mon mémoire et la déviance, désistance, récidive et tout, je rencontre très souvent ses écrits. Je suis vraiment honoré de sa présence et je n'en reviens pas même. Merci beaucoup. Mon intervention elle est très simple.
D'abord, une petite précision. L'Anthropocène, il vient après le Pléistocène et l'Holocène, où la nature impactait sur elle-même, sans aucune intervention extérieure. Quand l'homme est intervenu sur la nature, c'est l'Anthropocène, où l'activité humaine a impacté sur la nature. C'est une révolution épistémologique très, très importante. Primo. Secondo, mon questionnement, il est très simple. Je voudrais bien que messieurs les intervenants, professeurs et tout, après la théorisation, nous donnent quelques fils, quelques propositions pour essayer de changer cet état de choses. Merci beaucoup. يوسفي سيحيا. Alors, merci Monsieur le Président. وعبدالله يحيى أستاذ معهد الزراعي الفلاحة الزراعة والبيطرة. طبعا شكرا للمنظمين وشكرا للأساتذة المحترمين. أنا عندي بعض الملاحظات فيما يخص العنوان. هي التنمية المستدامة كما قال السيد درويش ولا المستديمة. بما أنه هنا في هذه القاعة أنه رب خطأ شائع ولا حقيقة ضائعة، وبالتالي بما أنه شيء مستعمل على الأقل في العالم العربي، اللهم نفعله مع العالم العربي بغض النظر واش صحاح ولا ماشي صحيح، ماشي هذا هو. فيما يخص القضية ديال الأدوار الجديدة، أنا أعتقد كنسائل العلوم الإنسانية وخاصة السوسيولوجيا ماشي الأدوار، المسؤولية الحرجة، la responsabilité pertinente à jouer en plein le rôle de mobilisation, d'initialisation, de correction des déviances, de lutte contre les déviances, etc. Donc, هذا باختصار. فيما يخص الوضع المقلق كما قال الأستاذ عبد الله، مقلق جدا، لأن ماشي على مستوى الإنسان، ماشي على مستوى المجتمع، ولكن المجتمع الدولي. كاينة أزمات متعددة ومع الأسف اختلطت. كاين الأزمة المناخية، كاين الأزمة المالية والاقتصادية، كاينة أزمة إدارة توافقات الإنسانية، توافقات الدولية اللي كانت من قبل، حتى جاء بعض الحكومات يعني ما تسمى بالوطنوية وأخلت بما اتفق عليه في باريس، وعرقلت الندوة ديال كوب 25 هي يعني أستراليا، أمريكا، البرازيل، وكذلك واحد القضية مفاجئة جدا، روسيا اللي كانت بالفعل منخرطة لا في كيوتو والى اخره. فقال هذا واحد الاسبوع قال بوتين انهم ما كنعرفوش الاسباب ديال التغيرات المناخيه، وبالتالي هذا ما يقلق المساله الكثيره، اضافه على ندره الموارد الطبيعيه والبشريه المدربه الى اخره اللي يمكن لها تصعد هذه التعبئه وتحسن بالمعرفه في المجتمع. شكرا. طبعا مساء النور وتحية لكل الحضور، تحية للأساتذة الفضلاء. أولا سؤالي أو بالأحرى هي ملاحظة للجهة المنظمة، لماذا تم تغييب المرأة في تأطير هذه الندوة؟ فعلما أن لدينا نساء رائدات وقائدات في جعبتهن الكثير ما يقال في هذا الموضوع. هذا السؤال. سؤالي الثاني موجه للأساتذة الفضلاء. نحن نعلم جميعا أن دستور 2011 جاء بعدة حقوق، ومن بين هذه الحقوق حق التنمية المستدامة لجميع المواطنين. فسؤالي وهي ما هي الآليات التي أرساها
المشرع المغربي لهذه الحقوق ولحماية البيئة حماية فعالة في إطار التنمية المستدامة. وشكرا لكم. شكرا لنا نادية، وأنا أتفق معك 100%. بارت. شكرا لكم، شكرا للجنة المنظمة، شكرا كذلك للأساتذة المحاضرين. عندي سؤال من ناحية الماهية السوسيولوجية كباحث في علم الجغرافيا. كيبان لي ودي أن راه كاين بعض خلط المفاهيم، أن إذا كانت عندنا علم الاجتماع كيتناول نفس المفاهيم الظاهرة البيئية بنفس المفاهيم الجغرافية بنفس المفاهيم علوم أخرى بنفس المنهج بنفس التحليل بنفس التشخيص، فإننا أمام منعرج خطير جدا في العلوم الاجتماعية، لأن هنا غيولي عندنا علم اجتماع كأنه علم الجغرافيا وكأنه علم آخر. وبالتالي كيف للباحث السوسيولوجي أن يحافظ على شخصيته في تحليله للظاهرة البيئية؟ يعني واش غادي يحافظ على الموقع ديالو ولا الماهية ديالو؟ أنه غينساق ما هو المجالي، بالتالي غادي يهضر لنا على الاحتباس الحراري، دورة الكربون، غازات الميثان، وبالتالي غينساق على شخصية السوسيولوجيا. هذا من جهة. من جهة الثانية أننا المغرب أمام تحدي خطير، هو أننا المغرب العميق هو أكثر تضررا من التحولات المناخية. الرشيدية، زاكورة، أسا، طنطان، قلميم، الداخلة، بوجدور، المحباس، تفاريتي. هنا أمام الرئيس راه هي المعنية بالتحديات البيئية. ما هي المقاربة في السياسة العمومية في التنزيل وخصوصا مع هذا النموذج التنموي؟ شكرا لكم. شكرا سي عثمان. السلام عليكم. اولا كنشكر الحضور الكريم على هذه الندوه القيمه حول موضوع مهم اللي كيهمنا كطلبه باحثين وكاساتذه وموظفين في القطاعات العموميه. مداخلتي ستصب حول مفهوم قضيه البيئه والتنميه المستدامه كآفاق واحده للعلوم الاجتماعيه. انا كنظن ان العلوم الاجتماعيه يجب أن تتطرق إلى مسألة مهمة في الإدارات العمومية كدور الدولة كفاعل في هذا القطاع، بحيث أن الإدارات العمومية مؤخرا خلال هذه السنة ذهبت إلى تخليق الموظف وقامت بتحسيسه وتوعيته في مسألة المحافظة على البيئة، بل وذهبت أحيانا إلى المعاقبة الجزرية كما أشار الأستاذ في إطار الحديث ديالو عن البيئة وعن القانون. فكنظن أن العلوم الاجتماعية سواء السوسيولوجيا أو التاريخ يجب أن تتطرق إلى هذه المسألة، وهي مسألة دور الدولة كفاعل توعوي في قضية المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة سواء في المؤسسات التعليمية أو في الإدارات العمومية. فإذا اطلعتم على يعني معظم الوزارات سواء الثقافة أو التعليم العالي أو بعض الإدارات ستجدون أنها بدأت تدخل هذه قضية البيئة في قانونها الداخلي، ونصت بعض المؤسسات على نصت قوانين صارمة في هذا المجال. وشكرا. تحية طيبة للجميع. شكرا لكلية الآداب على هذا الحفل الذي يهتم بقضية حيوية اليوم. شكرا لأستاذنا الفاضل على مداخلته القيمة، وشكرا لضيفنا من فرنسا. الحقيقة
أنا تفاعلت كثيرا مع المحاضرة الأولى أو المداخلة الأولى، وانطلق أستاذنا من فجأته أو تفاجؤه العميق بظهور اهتمام بقضايا البيئة داخل الحقول الاجتماعية. وأقول على أن الاهتمام بالظاهرة البيئية أو بالأزمة البيئية ليس حديث ولا معاصر، بل يعود إلى سبعينيات القرن الماضي. وهنا أخص بالذكر المدرسة الأمريكية، ويليام كايتون وريلي دانلاب اهتم كثيرا بإظهار نموذج جديد لمقاربة البيئة، وهو ما سموه بالباراديغم الجديد للبيئة، والذي ينتقد النظرة الكلاسيكية لعلماء الاجتماع الأوائل سواء دوركهايم، ماكس فيبر أو كارل ماركس، والذين ينطلقون من مسألة الاستثناء الإنساني أو من نظرية الاستثناء الإنساني، أو من فكرة أن الإنساني يجب أن يفسر انطلاقا من الإنسان. وبالتالي الباحثان الأمريكيان حاول أن يقترحا نموذجا جديدا يدمج البعد البيئي كبعد ضروري وحيوي داخل الحياة الاجتماعية، بحيث أن الحياة الاجتماعية لا تتأسس في الفضاء ولا في مجال بعيد، بل هي مرتبطة بالمجال البيوفيزيائي. هذين الباحثين انطلاقا من هذا النموذج الجديد فتح الآفاق نحو نظريات كثير جدا، سواء في مجال الإيكولوجيا، وأنا بهذا الصدد أو في هذا الصدد يمكن أن أقول الإيكولوجيا النسبية ومقاربتها الحقوقية، أيضا الإيكولوجيا العميقة وهي تخصص يزاوج بين الفلسفة وبين الإيكولوجيا. في مجال الاجتماع هناك نظريات كثيرة جدا، من أهمها نظرية التحديث البيئي، نظريات التربية البيئية وهي من النظريات الجديدة على مستوى علم الاجتماع خاصة الكندي، ثم نظرية الإيكو سوسيولوجي التي اقترحها أحد الباحثين الكنديين وهو جون كاي فان ليكو، وأيضا نظريات المهتمة بالمجتمع المدني والترافع حول قضايا البيئة، نظريات أيضا لو ستريس انفيرونمونتال أو القلق البيئي، نظريات كذلك كثيرة جدا التي تتناول مسألة البيئة من حيث علم الاجتماع. والجديد اليوم آخر نظريات هي تلك التي تتناول مسألة تكامل العلوم وتكامل التخصصات، وتنطلق من أن البيئة هي قضية عالمية عالمية وإنسانية، بالتالي يجب أن نتناولها من مداخل متعددة. وغدا إن شاء الله تكون فرصة لمزيد من النقاش. شكرا جزيلا لكم. Je vais parler fort. Voilà. Donc encore une fois, je m'excuse, on va parler arabe pour répondre non seulement à monsieur. You speak. Joseph Fonfons. Vous demandiez, nous avons dans les deux religions le même, pratiquement le même. En latin, c'est Joseph, en arabe, c'est Youssef. Voilà. D'accord, merci. Donc je réponds à la question que vous avez posée directement, qui est qu'est-ce qu'on peut faire, quelles solutions on peut proposer. En ce qui me concerne, donc, je ne suis qu'un chercheur et un universitaire, donc je ne parlerai pas de quelconque chose à pratiquer demain dans les institutions. J'estime que mon métier, c'est de faire des diagnostics. Et en l'occurrence, de diagnostiquer éventuellement des problèmes cachés, ou qu'ils soient cachés ou pas d'ailleurs, mais c'est de diagnostiquer les choses. Donc ce que je fais, c'est d'essayer de mettre la lumière, d'amener le projecteur sur ces questions-là, à la fois dans mon travail et dans celui des étudiants qui travaillent avec moi. Donc, pour vous donner un exemple très concret, je viens d'inscrire cette année une nouvelle étudiante en doctorat avec moi qui va travailler sur la question des pollutions industrielles dans
le département des Bouches-du-Rhône, puisque nous sommes sur l'université d'Aix-Marseille, où nous avons un des plus grands sites industriels français, autour de Fos-sur-Mer et de tout le complexe pétrochimique qu'il y a là, et qui pose des problèmes sanitaires majeurs, que les études épidémiologiques commencent à peine à révéler tout doucement, parce que ça pose en réalité derrière des questions, ça fait scandale politique, ça pourrait le faire beaucoup plus, voilà. Donc voilà, faire la lumière, faire l'étude, aller aussi loin qu'on peut, etc. C'est le travail qui est le nôtre, me semble-t-il. Merci professeur. نعطي الكلمة للأستاذ سعف أيضا 5 دقائق. كنرجعوا للسؤال الأساسي بالنسبة للعلوم الاجتماعية. هل العالم الاجتماع يمكن له أن يكون مصلحا؟ يعني قضية توصيات، أعطونا توصيات. كتعرفوا بأنه العديد يعتبر بأنه ما يمكن أن يقوم به الباحث في العلوم الاجتماعية بشكل عام هو فهم بعد التقاط الوقائع، ترتيبها، تنظيمها وتحليلها، ويمكن له أن يقف هنا. يعني يمكن يقدم السيناريوهات الممكنة، ولكن باش يعطي توصيات ويعطي تصورات كيف إصلاح الوضع، كيف استباق الوضع، هذه فيها جدل كبير. كاين مدرستين في هذا الباب، كاين اللي كيعتبر بأنه ممكن. أنا يعني أمتنع عن أنني نتجاوز هذا الخط ديال، وهذا نفس السيحي، هذا رأيي في الموضوع. كيفاش نخرجوا، شنو هي المسؤولية ديالنا إلى آخره. هذه مسؤولية جماعية ديال المدينة بكاملها، هي اللي كتقرر في هذه الأشياء. أما باحث الاجتماع بعدا يلتقط مزيان الواقع وينظمو بشكل مقنع علميا، كاين النقاشات العلمية، ويقترح يعني يستخرج السيناريوهات الممكنة، ويخلي الأمير المدبر يعني صلاحية الاختيار. قضية واش الجغرافيا غتولي سوسيولوجيا والسوسيولوجيا غتولي جغرافيا، ياك أستاذ؟ هذه الملاحظة ديالك، بأن في نهاية الأمر كاين اختلاط ديال التخصصات وديال كل شيء غادي يولي يهتم نفس المنهج. ولكن أنا أعتبر بأن هذه مسألة كتهدد كل التخصصات في كل المواضيع، غير أنه الجغرافيا عندها الموضوع ديالها المركزي. وكون السوسيولوجيا غتهتم بالبيئة، هذا لا يعني بأنها يعني غادي تدير نفس الأشياء لأن المركز ديالها مختلف. لما أقول علم الاجتماع، الموقع ديالي الأساسي منهجيا هو علم الاجتماع، هو الجوانب الاجتماعية، هي العلاقات، هي. أما الجغرافيا فيها قاعدة أخرى، واخا كيتشابهوا، واخا المنهج والموضوع كيتشابهوا، فالمنطلقات إبستيمولوجيا مختلفة تماما. علم السياسة ما غاديش تاخذ بلاصة علم الاجتماع، لأن علم السياسة كيهتم بقضية السلطة والقرار وصيغة القرار. الاقتصاد لما يهتم بالبيئة شيء آخر، هو يعني الجوانب الاقتصادية هي الأساس. وهذه ما كاينش، أنا في رأيي هذا طبعا دائما خص اليقظة المنهجية، ولكن ما كاينش فيما يتعلق بالسياسات العمومية الممكنة. هذا هو الجديد. السياسات العمومية يعني اللي كتهتم بقضايا البيئة كثرات. تكلم الأخ على التهديدات أو المخاطر. السياسات العمومية اللي كتواجه المخاطر وهي متعددة،
من السياسات العسكرية، السياسات الوقائية، في مجالات اللي هي جد متنوعة. فهذا جانب اللي هو مع ذلك جديد، ما كانش عنده هذه القوة. فيما يتعلق بالمدارس، نعم الاهتمام قديم، ولكن كاتب، مجموعة الكتاب، وفي الصيغة مختلفة تماما ديال الوضع ديال قضايا البيئة، مختلفة تماما عن الحال ديال اليوم الإشكالية تعاود تصاغت، الوعي بالإشكالية مختلف تماما، والتفاعلات مختلفة. المجتمعات اليوم ماشي ديال 70، ماشي ديال 80، ماشي ديال 90، ماشي ديال القرن الماضي، حتى غير العشرية الأولى ما كانش هاد الحدة وهاد الإشكالات اللي ولينا كنشوفوها. فبالتالي الإشكاليات جديدة وخصها مواكبة جديدة. يمكننا حنا درناها في هذا العمل الجماعي. أنا شرفت مع زميل محمد حدي من المعهد الوطني لإعداد التراب الوطني، معهد إعداد التراب الوطني، درنا حالة وضعية الأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية في قضية البيئة والتغيرات المناخية، واشتغلنا فيه تقريبا مجموعة الباحثين اللي هما 30 باحث، وحاولنا نغطيو كل المجالات المعنية. واللي هو مثير هو أنه كاين خط تصاعدي ديال الإنتاج حول قضايا البيئة في هذا الموضوع. شكرا على اهتمامكم. شكرا للأستاذ سعف، شكرا للأستاذ ميكيلي، شكرا لكم. هذا فقط استهلال للندوة التي ستبدأ أولى جلساتها غدا مع الساعة 9:30. موضوع المحور الأول البيئة باعتبارها موضوعا للبحث في العلوم الاجتماعية، رهانات إبستيمولوجية وميثودولوجية. شكرا لكم ومساء الخير.